À tous, je voulais faire une petite introduction pour expliquer pourquoi j'ai remis en ligne cette vidéo. Il y a 2 ou 3 jours, l'une des filles qui apparaît dans la vidéo, dans la partie du musée, m'a contacté et m'a demandé s'il te plaît d'effacer les visages. Il se trouve qu'en Tchétchénie, pour ceux qui ne le savent pas, cela peut être mal vu. Si une fille, surtout dans une vidéo comme celle-ci, qui est devenue virale et a atteint 300 000 vues avant d'être supprimée, eh bien il peut être mal vu qu'une fille apparaisse en vidéo ou en photo. Donc, de mon côté, je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème. Je ne veux surtout pas que ces filles qui m'ont si bien traité soient mêlées à une polémique. Et bon, j'ai aussi beaucoup d'affection pour la vidéo. Les filles assez m'ont dit qu'elles avaient beaucoup aimé la vidéo et qu'il suffisait de flouter les visages et de la republier. Pour elles, tout allait très bien. Donc voilà, je voulais simplement vous expliquer ça. La vidéo est exactement comme l'original que vous avez mis en ligne, sauf cette petite introduction. On n'en parle plus et on passe à la vidéo. Ceci est notre tapis national avec un motif traditionnel. Les mères apprenaient à leurs filles dès leur plus jeune âge. Bonjour, tu viens d'où? Je suis espagnol. Espagnol? Ça fait longtemps que je n'ai pas changé une roue. En plus ici, en plein milieu de la Tchétchénie, dans une zone sans réseau. Êtes-vous musulman? Vous avez l'air arabe. Salam alaikum depuis Chali de la République de Tchétchénie. Ici, dans une ville à environ 30 km au sud de la capitale, Grozny. Comme vous pouvez le voir, il y a ici l'une des plus grandes et des plus belles mosquées, aussi de cette république, et même, on pourrait dire, d'Europe. À l'extérieur, comme vous pouvez le voir, des touches dorées, un blanc immaculé, des ornements très soignés et à l'intérieur de nombreux cristaux Swarovski, comme celle qu'il y avait à Grozny. Aujourd'hui, je n'explorerai pas la ville, mais j'irai dans les montagnes de Tchétchénie. Dans la vidéo précédente, comme vous le savez, nous avions exploré la Tchétchénie et Grozny, dans la rue, sur les marchés, chez le barbier, en parlant avec les gens. Mais pour mieux comprendre l'idiosyncrasie et la personnalité du peuple tchétchène, il faut se diriger vers les montagnes. Et c'est là que je vais aujourd'hui, alors accompagnez-moi dans une nouvelle vidéo vers les montagnes de Tchétchénie. Allons-y. Voyons, j'ai vu un petit stand de kvass. Allons goûter le kvass tchétchène. Salam alaikum. Kvass. Je m'appelle Victor. Moi, Abou Malik. Un petit verre, s'il vous plaît. C'est froid, n'est-ce pas? Petit ou grand? Combien ça coûte? Le petit coûte 20 roubles, le grand 40. As-tu de la monnaie pour 500 roubles? Pour 500, non. Tu travailles ici tout l'été? Oui, tout l'été. Je travaille 1 mois. Et après à l'école, oui. Oui. Je vais voir si j'ai des roubles. Voyons, je n'en ai pas assez et il n'a pas de monnaie, putain. On va voir. Voici les 20 roubles. Merci beaucoup. D'où viens-tu? D'Espagne, de Madrid, tu connais? Real Madrid. Le kvass est très bon, c'est du kvass tchétchène, n'est-ce pas? Oui, tchétchène. C'est la première fois que je le goûte. Et vous, le salut est très bon. L'Espagne est-elle belle? Elle est très belle. Y a-t-il du football? Oui, beaucoup. Tu aimes ça? Pas vraiment. Tu préfères la lutte. Non. Tu n'aimes pas le sport? Si la boxe, le judo, même si j'aimerais savoir jouer au football. Très bien, merci beaucoup. Bonne continuation. Pareillement, bon voyage. Là, vous avez les garçons tchétchènes qui travaillent 1 mois en été pour gagner un peu d'argent, pour vraiment aider leur famille. Je ne sais pas quelle route nous allons trouver.
Pour vous donner une idée, le GPS indique 87 km jusqu'à la destination que j'ai mise à l'intérieur des montagnes, c'est-à-dire bien à l'intérieur des montagnes, en République tchétchène, et il m'indique 2 heures et 2 minutes pour 90 km. Nous verrons pratiquement dans quel état sont les routes des montagnes de Tchétchénie. Regardez quel arrêt de bus dans le style des tours de montagne. On ne fait plus d'arrêts de bus soviétiques ici. Maintenant, ils sont faits dans le style tchétchène-ingouche. Le brutalisme soviétique, c'est fini. Regardez, et ici, entre les arbres, la première halte, nous avons une tour de guet, on ne la verra pas très bien maintenant à cause des branches des arbres. Mais ici, toute la rive du fleuve s'étend et là-bas, le reste de la population. Et celle-ci était située stratégiquement ici, comme dans toute cette région du Caucase. Comme nous l'avons vu dans la vidéo sur l'Ingouchie, elle y ressemble beaucoup et c'est une tour de guet, avec ses machicoulis, ses 4 étages, probablement pour y vivre, mener sa vie et se défendre. En fait, elle date des XIIe et XIVe siècles, d'après ce que j'ai pu lire là-bas. Regardez ce que je dis, vous voyez ? Là-bas, la rivière passe dans le canyon et on voit toute la vallée et les montagnes. Et à ma grande surprise, on peut passer. Je ne suis jamais monté dans une tour comme celle-ci, alors allons-y, découvrons cette tour de l'intérieur. Regardez ces petites fenêtres pour sortir le fusil et viser l'ennemi. Je ne pensais pas qu'elle serait ouverte, c'est une excellente surprise. En ce moment, je suis au 3e étage, enfin le 2e si on compte le rez-de-chaussée, le premier ici c'est le 2e. Regardez, un morceau de porte ou de fenêtre par ici, parce que bien sûr celle-ci avait une porte en dessous. Mais quand elles étaient défensives, elles étaient complètement fermées, et il fallait monter avec une échelle ou des cordes. Encore des fenêtres, regarde. L'autre côté de la vallée, allons-y, ou du bord de la rivière. Allez, on y est presque. Oups, je vais tomber, on arrive déjà à l'étage le plus haut. Waouh. Waouh. Regarde, là-bas on voit la rivière ou le ravin. La vérité, ils avaient une vue privilégiée ici. C'est parfaitement situé. Regardez les matacanes. C'était au cas où ils seraient assiégés, par ici. Par ces trous, ils lançaient des objets contondants ou même de l'huile bouillante, tout ce qu'ils pouvaient pour se défendre de l'ennemi et le repousser. Et ici, comme une sorte de balcon. Mon Dieu, fais attention, ici tu mets un pied. Et tu tombes. Regardez la finition sur le toit, qui était généralement en ardoise, mais regardez comment il faisait une sorte de coupole. Les pierres, pas du tout taillées parfaitement, comme on peut le voir dans d'autres types d'architecture, mais plutôt comme ça, c'était des gros cailloux, simplement posés les uns sur les autres. Je pense que c'est du mortier, ou bien ça a dû être rénové, c'est peut-être du ciment, ils l'ont mis, mais regardez, c'est comme ça que ça avait l'air. La tour des Tchétchènes, très similaire à celle des Ingouches, et en général à d'autres tours que l'on peut voir ici, dans le Caucase. Bonjour. Où va-t-il? Je vais à Tsoï, puis au Daghestan. Il faut s'enregistrer. Avez-vous un permis de conduire? Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre dans la voiture? Non, je suis seul. Allez à l'enregistrement avec le permis et le passeport. Vous avez le permis avec vous? Oui, regardez. Allez avec lui. Oui.
D'accord. Vous avez vu comment ça se passe dans les montagnes? Il y a plein de postes de contrôle de ce genre, avec des Tchétchènes de 2 mètres sur 2, armés jusqu'aux dents, avec des fusils automatiques. Franchement, ça impressionne, et ce n'est pas bon du tout. Ils te demandent tes papiers, ils m'ont déjà arrêté 2 ou 3 fois, et simplement, si tu es touriste, ils te laissent passer, ils te demandent de te rendre toutes tes informations, ils t'inscrivent dans un petit carnet. Il y a un contrôle strict. C'est vrai que l'insurrection qui pouvait exister dans les montagnes a déjà été très contrôlée. Depuis que Ramzan Kadyrov est au pouvoir, il y a de temps en temps des épisodes similaires et il y a des arrestations ou des affrontements entre certains insurgés et les forces de l'ordre et de sécurité tchétchènes. Dans tous les villages montagnards, dans tous pratiquement sans exception, dès que le village est un peu grand et que ce n'est pas juste un hameau de 4 maisons. Tous sont les photos du père du président, Ahmad Kadyrov, et du président actuel, Ramzan Kadyrov. Le culte de la personnalité ici est très important. La route devient de plus en plus étroite et nous nous enfonçons davantage dans les montagnes. Par cette route poussiéreuse qui soulève beaucoup de poussière et c'est magnifique. Comme dans d'autres régions du Caucase, il y a aussi des montagnes escarpées très similaires, très vertes maintenant en été, et puis de petites routes qui traversent les gorges et sur les côtés des éboulements. C'est très beau. Pour Tsoypédé, est-ce possible? Oui. Est-ce possible? Oui, garez-vous et prenez vos documents. D'accord. Passez par là au poste de contrôle. Bon, eh bien, je suis enfin arrivé, enfin, au moins à la base de là où je veux aller, parce que regardez tout ce que je dois monter. Ouf. En plus, c'est vraiment sauvage ici. Mais regardez un peu le chemin qu'il y a pour les touristes. Ouf, arrivé à Tswepet, qui est un complexe funéraire, l'un des plus grands, je vais me reposer un peu. L'une des plus grandes nécropoles du Caucase, avec 42 cryptes qui datent du XIVe au XVIIIe siècle. Regardez où elle est située, il faut continuer à monter par là. Regardez la beauté de ces montagnes, comme c'est déjà devenu une habitude lors de ces voyages dans le Caucase. C'est seulement pour les gens forts. Imaginez vivre ici, monter et descendre tous les jours, ça te rend fort par nécessité. Rude, indompté, indomptable, tous les adjectifs que vous voulez, sauvage aussi. On va continuer à monter. Connue comme la Cité des Morts, ou l'installation de la divinité, comme je l'ai déjà dit, c'est l'une des plus grandes nécropoles du Caucase. Et les chercheurs pensent que c'est ici que se réunissait l'organe, ou le conseil suprême de ces tribus et de ces clans montagnards, ce que l'on appelle Meikel.
Meikel traduit signifie le tribunal du pays et il était composé des anciens chargés de prendre les décisions les plus importantes, bien que ce n'était pas toujours un ordre qu'il fallait suivre. Dans certains cas, il s'agissait simplement de conseils et de lignes directrices ou de points communs auxquels les clans devaient se conformer. Et d'autres fois, c'était bel et bien obligatoire et il fallait s'y conformer strictement. Regardez ici, le tableau est recouvert. C'est la première fois que je vois ça. Waouh, c'est énorme. On remarque bien qu'en couvrant la période du XIVe au XVIIIe siècle, les constructions ne sont pas uniformes ni identiques. Elles se distinguent un peu les unes des autres. Par exemple, celles-ci ne sont pas les mêmes que celles que nous avons sur la colline d'en face. Les autres sont purement rectangulaires, avec un orifice, et celles-ci ont comme une sorte d'arc. Regardez, 2 niches. Waouh, je ne sais pas si vous voyez. Voyons, oui, la lumière éclaire là-bas les crânes, tous les os s'entassaient. C'est comme ça qu'une crypte ressemblait, ils avaient comme une sorte d'étagère. J'imagine que c'était pour placer les défunts là, je ne sais pas s'ils les mettaient aussi en dessous et faisaient en eux comme un plancher. Et ici une autre, ici en dessous une autre était cachée. Je vais continuer à explorer. Waouh, celle-ci avait vraiment plusieurs étages, 1, 2, 3, et puis un autre là en bas. Waouh, spectaculaire. Comme nous l'avons déjà vu dans la vidéo sur l'Ossétie du Nord, la ville de Darkface, c'est incroyable de penser à la façon dont ils ont développé cette méthode d'enterrement. Je suppose que ce n'est pas seulement ici dans le Caucase, évidemment, mais regardez à quelle hauteur nous sommes. Nous sommes au sommet de la colline, et c'est ici, tout en haut, pratiquement au centre de cette colline entourée d'immenses montagnes, qu'ils ont décidé d'ériger ce complexe funéraire. En voilà une autre, putain. Parce que si tu ne fais pas attention, tu risques de tomber, hein. Là-bas, c'est déjà un ravin. Après cette crypte ici, le reste, c'est un ravin qui descend vers la rivière. Par curiosité, on a trouvé des svastikas protectrices. Voyons si je les trouve, parce que je ne sais pas où elles sont. Et aussi quelques pétroglyphes, ainsi que certaines décorées de mosaïques de ce que l'on pense être Saint-Georges. Et là-haut, se trouve la tour de défense qui protégeait tout cet établissement. Allons-y. D'après ce que j'ai lu, certaines des 40 cryptes d'ici sont très très profondes. La plupart sont au niveau du sol, mais il y en a beaucoup qui sont creusées profondément dans la terre. Waouh! Ce n'est pas facile, hein. Venir ici, c'est du tourisme extrême, mais pas dans le bon sens. Il suffit d'être un peu en forme, mais regardez, quel petit chemin et d'où il faut monter, les voitures sont là-bas. Putain, c'est vraiment spectaculaire. Quelle vue, et là-bas au fond, il y a ce qui semble être une autre tour. Comment pouvaient-ils construire ça là-bas? Hallucinant. Eh bien, nous sommes arrivés et encore une fois, par chance, c'est ouvert. Donc nous pouvons voir de première main comment était la tour à l'intérieur. Ce qui ressemble à un petit siège, waouh, et la vue panoramique. Regardez là-haut, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, on le voit avec la caméra, waouh. Mais il y en a encore plus. Waouh, elle était ouverte, cette tour spectaculaire.
C'est perdu, perdu dans les montagnes, vous ne pouvez pas l'imaginer. Ce n'est pas du tout facile d'arriver jusqu'ici, c'est dans un endroit très inaccessible, si ce n'était pas pour la route qui t'amène plus ou moins ici. Je n'ose pas imaginer comment faisaient les gens d'autrefois, il leur fallait des jours ou des semaines pour arriver jusqu'ici. Et puis, ce que cela devait représenter de subsister et de survivre, le simple fait de vivre au jour le jour était un exploit. Waouh, je viens de crever. Je n'arrive pas à y croire. Eh bien, il faut changer la roue, c'est comme ça. Non, il faut la changer, mon Dieu. Ça fait des années que je n'ai pas changé une roue. En plus ici, en plein milieu de la Tchétchénie, dans une zone sans réseau, avec des camions militaires qui passent tout comme celui qui va arriver. Tu as besoin d'aide? Non, je me débrouille tout seul. Tu as crevé? Oui, c'est ça. Je serai là. En fait, sur ces routes, ça m'est déjà arrivé. L'année dernière, je n'ai pas crevé aussi fort. Regardez-moi ça. La roue est complètement dégonflée. Elle s'est dégonflée en 1 minute. L'année dernière, sans soucieux, j'ai perdu la pression et finalement, je l'ai réparée dans un atelier. J'ai plus ou moins réussi à sortir de la montagne et à arriver à la ville, à l'atelier. Mais là, il n'y a pas d'autre choix. C'est la montagne. Qui aurait cru que je finirais par changer une roue en Tchétchénie ? Bon, c'est fait. Au final, je suis resté ici 15 minutes, 20 au maximum, je pense. Le problème, c'est que ça change les plans. Maintenant, bon, d'abord je dois retourner vers un garage ou quelque chose comme ça. J'avais prévu de continuer à traverser la montagne vers le Daghestan. Non, je ne prends pas de risque. Sans roue de secours, si je crève, je reste coincé, surtout dans des endroits sans réseau. Je vais voir ce que je fais. Bon, en route, retour à la civilisation. Il y a encore 2 ou 3 choses à voir, alors au moins avant la tombée de la nuit, on va en profiter et faire encore quelque chose. On va continuer, allez, il ne faut pas perdre le moral, putain, et espérons qu'il n'arrive plus de choses comme ça. On va voir, parce que dans le premier petit village que j'ai trouvé à 12 minutes de là où j'ai crevé, il doit y avoir un atelier, c'est écrit là, un chinomontage pour changer les pneus. Espérons que ce soit ouvert, parce qu'il est 5 heures, et espérons qu'on puisse réparer ça. C'est ici, voyons si c'est ouvert. Merde, ça a l'air d'être fermé. Putain. C'est complètement fermé. Fait chier. Eh bien, ici, dans le petit village où je me suis arrêté pour réparer la roue, le chinomontage n'était pas ouvert. Nous sommes tombés sur cette immense forteresse, également de tradition tchétchène. Elle a été reconstruite aujourd'hui, mais elle date des Xe et XIIe siècles. Elle possède aussi une tour défensive là-bas, au fond, de 18 mètres de haut. Regardez ces constructions carrées, une forteresse qui se trouvait ici dans la vallée de la rivière. C'était sûrement un point de passage entre l'une de ces branches secondaires de la route de la soie, la route commerciale. Waouh, voyons voir. Oh, salut, il y a de la lumière. Là, à droite. Vous m'avez fait peur. Je peux filmer ? Oui. C'est comme ça qu'ils vivaient, non ? C'était une maison ? Oui, c'est comme ça que les Tchétchènes vivaient avant. Bonjour, savez-vous parler russe? Oui, je parle russe. Je suis en voyage pour filmer, ça m'intéresse. Je t'ai fait peur. Oui, j'ai eu une frayeur. On le dérange? Non, c'est moi qui vous dérange. Non, tout va bien. Je suis espagnol. Espagnol?
C'était une tour résidentielle, c'est comme ça que les Tchétchènes vivaient. Ça, c'était la cuisine. Là-bas, la zone pour les invités. C'est ici qu'ils vivaient, qu'ils discutaient, mangeaient, dormaient. Qu'est-ce que c'est? Pour stocker du grain, de la farine. Et quand a-t-il été construit? Au XIIe ou au XIVe siècle? Du XIVe au VIe siècle. Il a été rénové en 2011. Savez-vous à quoi cela servait? Aucune idée. Ici, on mettait le maïs, on le tournait et cela séparait les grains, soit pour les planter, soit pour faire de la farine. Dans celui-ci, on faisait de la farine de maïs et celle-ci servait à faire de la farine. Oui, celle-là, je la connais. Celle du maïs, non. Ceci est de la peau de chèvre sauvage, vous pouvez la toucher. C'est agréable. Les Tchétchènes utilisaient beaucoup les peaux, n'est-ce pas? Oui, elle tenait chaud. Savez-vous pourquoi la porte était si petite? Non, pourquoi? Pour des raisons de sécurité, si un ennemi arrivait, il devait se baisser et il était plus vulnérable. Waouh! On ne pouvait pas tenir debout avant qu'il y ait des portes. Ils utilisaient des pots pour couvrir l'entrée. Ceci est une cruche. Avec cela, les femmes allaient chercher de l'eau. Elle peut contenir de 6 à 8 litres. Plus la femme était âgée, plus la cruche était grande. Les plus âgés la portaient attachée avec une corde, comme un sac. Les plus jeunes, sur l'épaule, elles le portaient ainsi. Quand il était plein, il pesait assez lourd. J'imagine à quel point c'était dur. De quel matériau s'agit-il? C'est du cuivre. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce type de berceau, nous l'utilisions beaucoup en Tchétchénie. C'est très bon pour la posture. Le bébé est complètement attaché. Quand le bébé dort attaché, s'il se réveille et voit qu'il ne peut pas bouger, il se rendort. Quand les mains du bébé sont libres, il sursaute, se gratte et dort peu. Quand il a les mains libres, il bouge, il se gratte et il ne dort pas beaucoup. Attaché, il peut facilement dormir 2 ou 3 heures. Et quand le bébé essaie de se détacher, il renforce ses muscles. C'est pour ça qu'ils sont si forts, n'est-ce pas? Maintenant, je comprends tout. C'est leur secret. Nous avons l'habitude de le mettre près du mur pour que le bébé puisse se bercer tout seul et s'endormir. Comme ça, il se berce et s'endort. Waouh, jusqu'à quel âge l'utilise-t-il? Autrefois, jusqu'à 2 ou 3 ans. Cela dépend de la taille du bébé. Avant, il n'y avait pas de couche, donc avec ce tube et un bol en dessous, on gardait le bébé au sec. Oh, waouh, quel système intéressant. Le bol devait être en dessous, là. Il n'y avait pas non plus de tétine, alors on lui mettait un morceau de graisse salée suspendu à un fil. Mon frère et moi avons grandi dans un berceau comme celui-ci, elle aussi. C'est très bien. C'est la première fois que je le vois. Avant, elles étaient plus petites, pour qu'on puisse les porter sur l'épaule. On pourrait dire qu'elles faisaient office de berceau et de poussette. Regarde, ce sont nos tapis nationaux, avec un motif typique. Dès l'enfance, les mères enseignaient à leurs filles l'art du tissage de tapis. Quand venait le moment de se marier, elles devaient en tisser 3, une pour elle, une pour sa mère et une pour ses beaux-parents. Ce travail fastidieux nécessitait 9 mois pour créer 3 tapis. Et les motifs étaient des créations de la jeune fille. Elle transmettait ses rêves à travers les tapis. Et les membres de la famille du prétendant venaient analyser les motifs pour apprendre à la connaître. Ils étaient pans différents, oui, cela dépendait de la jeune fille. Oui, de son imagination. La famille du mari étudiait ainsi la psyché de la jeune fille.
Il se faisait une idée de comment elle était, d'accord? Si elle serait difficile, calme. C'est ça. Et ils utilisaient ça pour tisser. Les tables étaient basses parce que cela permettait de fermer l'estomac et de manger moins. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, le sol n'était pas stable, donc les tables et les chaises avaient 3 pieds pour ne pas basculer. Quel joli motif sur l'assiette. C'est aussi tchétchène? Oui, oui, vous pouvez le toucher. Ils sont anciens, du XVIIe siècle, et les casseroles du VIe siècle. Sérieusement? De l'époque de l'imam Mansour et de l'imam Shamil. Êtes-vous musulmane? Je suis croyant mais pas musulman. On dirait, nous pensions que vous veniez d'Israël ou de par là, vous avez l'air arabe. Eh bien, vous avez raison, les populations de la Méditerranée se ressemblent beaucoup. C'est la tour qui n'a pas été rénovée en 2011, seulement le toit. Là, on peut voir la rénovation. Les pierres foncées sont les plus anciennes. Ah, je vois. Les plus claires sont celles de la rénovation. Y a-t-il d'autres chambres? Oui, la chambre. Ce sont des pétroglyphes? Correct. L'architecte laissait l'empreinte de sa main. On estime que celui-ci a environ 3000 ans. Les premiers habitants? C'est possible, pas l'habitant, mais l'architecte constructeur. Ça, je l'ai déjà vu avant, leurs vêtements traditionnels. Oui, ça s'appelle une burqa. C'était l'arabe de l'époque. Ça protégeait du vent, de la pluie, du froid. Ici, il y avait un bâton. Ça pouvait servir de toile et garder 3 hommes au sec. Elles étaient aussi utilisées pour protéger les chevaux. Combien de temps fallait-il pour en fabriquer un? Ce tapis prenait 3 mois et celui-ci, je dirais même plus, de 5 à 7 mois. Et ici, c'était la chambre. Oui, là, les enfants dormaient et ici, les parents. Et les grands-parents? Dans une autre chambre séparée pour les aînés. Au 3e étage, il y avait généralement la chambre d'amis. Au 2e étage, il y avait la chambre et au 1er, le salon et la cuisine. Si le fils se mariait, il déménageait avec sa famille dans l'autre tour que nous avons vu tout à l'heure. Tout le monde vivait sur le même territoire. Ah, ici, ils ont un petit musée. Oui, une petite exposition. Oh, quelle chance de tomber sur ces filles qui m'ont tout si bien expliqué. Je ne m'y attendais pas du tout. Regardez ces armes classiques. Les poignards ont été considérés comme faisant partie de la valeur et de la virilité des guerriers, leurs armes, et ils se transmettaient de génération en génération. Regardez aussi les vêtements classiques que nous avons vus dans la vidéo d'Adegea. Ils se ressemblent beaucoup. Pareil pour les plastrons des femmes. Pour la femme, d'accord? J'ai été à Adegea et ça se ressemblait beaucoup. Pourquoi?
Ils étaient tous des peuples montagnards, voisins. Ils partageaient des traditions, la culture, les vêtements, les armes. Avec ça, il cousait, regardait ses épingles, ses dés à coudre. Bon, c'est tout, d'accord? Oui, il n'y a que 3 salles. Excellent, ça a été très intéressant. Combien ça coûte? 100 roubles. D'accord? Ce n'est pas grave si vous n'en avez pas. Donnez-moi une seconde. Ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, non, je veux le payer. Ça a été très intéressant. Tu viens de loin, c'est nous qui t'invitons. Ne vous vexez pas, s'il vous plaît, je reviens tout de suite. Bonjour, Bonjour, tu viens d'où? je suis espagnol. Espagnol? Oui, Vraiment espagnol? oui, Génial. Les montagnes t'ont plu? oui. Je suis venu exprès pour en apprendre un peu plus sur votre village. Très bien, enchanté. Merci. Votre village m'intéresse beaucoup, c'est un honneur de pouvoir visiter ces lieux. Au fait, pour manger quelque chose, vous savez. Là-bas, il y a un café sur la route, tu le vois? Je vais appeler pour qu'on t'ouvre. Tenez, s'il vous plaît. Ce n'est pas nécessaire, s'il te plaît, Victor. Voici la monnaie, s'il vous plaît. Non, c'est pour vous. Mais vous êtes notre invité. Merci beaucoup, je ne sais pas, pour acheter quelque chose pour les enfants. Merci. À vous, d'accord. Je vais manger quelque chose. D'accord, prenez soin de vous. J'y vais, vous le savez? Oui, il vous attend. Traversez le pont et vous le verrez. Merci. Ueno, et maintenant, regardez pour voir à quoi ressemble un village typique tchétchène de montagne. Bon, maintenant, on va se promener, si je peux un peu plus. Ce que j'allais dire, c'est que je vais manger quelque chose dans ce café que les habitants m'ont recommandé, parce que je n'ai bu que de l'eau toute la journée. Hier, je me suis gavé sans manger, et ce n'est pas grave. Voyons ce qu'ils vont servir ici, on m'a dit qu'il y a de la cuisine tchétchène. Bonjour. Bonjour, je voulais manger quelque chose, c'est possible? Bien sûr, Voyons ce qu'ils ont, menti. nous avons du surpa, nous avons du gigigal, de la viande avec des pâtes, c'est la cuisine typique tchétchène. Un de ceux-là, s'il vous plaît. Viande avec des pâtes? Oui, la portion est-elle grande? Pour une personne. C'est bon, merci. Gigigal. Oui, je l'ai essayé. Eh bien, c'est fait. Regardez comment on vit ici. Au restaurant, tu sors et tu as les vaches, les chevaux, la montagne, la tour. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour ne pas craquer. Ici, c'est tranquille, non? Au milieu de la montagne. Je suis le premier Espagnol à manger ici où il y a beaucoup de touristes. Il y a beaucoup de touristes, des Allemands, de tous ces pays. Ma fille vit en Allemagne. Ils sont venus ici en voiture pour 1 mois. Ils sont déjà partis, ils devaient conduire les enfants à l'école. Je suis allée 2 fois en Allemagne, aussi en Italie, en Pologne, en Turquie. C'est bien. Cette portion est pour de vrais hommes. Oui. Voici le plat typique tchétchène que j'avais déjà goûté, mais cette fois dans un village ici, perdu dans les montagnes.
On sert la viande, puis la soupe qui est à l'ail, il me semble, et ceci qu'ils appellent galouchki, qui est une pâte de maïs. Si je ne me trompe pas, voilà. Comme toujours, à votre santé, non? Pour ne pas changer. C'est un plat très simple mais consistant, les soupes à l'ail, les féculents et la viande. Très bon, merci. Je vous laisse ici le miel, la confiture. Tout cela vient d'ici, n'est-ce pas? Oui. C'est votre empanada typique, n'est-ce pas? Elle est au fromage? Avec du fromage blanc. Et il y a du miel, c'est ça? Ah non, c'est du beurre. Je vais ajouter le sucré moi-même. Ceci est du miel naturel d'ici, et ceci est de la framboise. Ça pousse aussi près d'ici. C'est un mélange d'herbes très sain. Il y a beaucoup d'herbes. Il y en a beaucoup. De l'ivan-chai, même de la myrtille. La soupe à l'ail est forte. J'ai déjà fini la viande et maintenant on passe au dessert avec le thé montagnard. Ici nous avons du miel, enfin de la framboise, et puis ceci qui est une sorte de chausson au fromage blanc. Je suis sûr que c'est spectaculaire. Justement les vaches. Merci beaucoup, enchanté. Bonne continuation. Maintenant que j'ai le ventre plein, la nuit va bientôt tomber. Mon plan, si nous n'avions pas crevé, c'était de traverser les montagnes jusqu'au Daghestan. Mais bon, il faut faire ce qu'il faut faire. Et je devrais sûrement retourner à Grozny ou dans une grande ville de la vallée, en Tchétchénie. Pour qu'on me change la roue et que je puisse partir demain vers le Daghestan, c'est mon plan. J'espère qu'elle sera réparable et que je passerai par la montagne. Sinon, il faudra improviser. Et voilà, avec cette vue de ce petit village dans la montagne. Ils viennent d'appeler Alrezo d'une manière différente, en fait, de celle qu'ils utilisent à Grozny et à Chali, où j'étais aujourd'hui. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, c'est plus montagnard. Et il me semble aussi avoir entendu une femme appelée Alrezo. Voici à quoi ressemble le village. Et je pense que c'est ici que nous allons nous quitter. Depuis ce pont, avec la mosquée, la forteresse et la tour là-bas au fond, et les imposantes montagnes du Caucase. Restez attentifs, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!